Une disparition énigmatique au cœur de sa propre demeure, en pleine nuit noire, sans le moindre indice laissé derrière elle. La police lance sans tarder une enquête, et une réalité glaçante se dessine peu à peu. Étape par étape, les limiers du droit assemblent les fragments de vérité, dévoilant un récit qui ébranle la nation tout entière. Eve Carson voit le jour le 19 novembre 1985 à Athènes, en Géorgie. Dès son plus jeune âge, elle se démarque par une détermination et une concentration hors du commun. Au lycée, elle occupe le poste de vice-présidente du conseil des élèves, effectue des missions de bénévolat dans une maison de retraite et un refuge pour adolescents maltraités, sert comme page au Congrès et collabore dans un laboratoire de recherche sur les cellules souches, le tout en étant encore écolière. Après un diplôme obtenu avec les honneurs, Eve intègre l'Université de Caroline du Nord, où elle suit une double licence en sciences politiques et en biologie. Son parcours académique exemplaire lui vaut une bourse d'excellence, et elle grimpe vite en flèche comme leader sur le campus, assumant des responsabilités clés dans de nombreuses associations étudiantes. Mais elle ne s'arrête pas là. Eve poursuit ses engagements caritatifs et enseigne même les sciences dans une école primaire. Elle voyage aussi à l'étranger pour des projets humanitaires, passant un été en Équateur aux côtés de médecins, étudiant un semestre à Cuba et intégrant une équipe de recherche en Égypte. Incontestablement, Eve figure parmi les étudiantes les plus remarquables de son établissement. Elle nourrit des ambitions élevées pour son avenir et avance résolument vers elle. Avant même la remise de son diplôme, elle décroche une offre d'emploi chez un grand groupe et prévoit de lancer sa carrière peu après l'obtention de son titre. En février, Eve a 22 ans et achève sa dernière année universitaire. À cette époque, elle réside hors campus avec un cercle intime d'amis. La nuit du 5 mars, vers 1h30, ses colocataires se préparent à partir pour une fête, elle, l'invitant à les accompagner. Mais elle refuse, préférant rester à la maison pour réviser ses cours à venir. Ses amis quittent les lieux sans elle et ne rentrent qu'autour de 4h30 du matin. À leur retour, elles perçoivent aussitôt que quelque chose cloche. La porte d'entrée est grande ouverte et les lumières intérieures restent allumées. Pourtant, Eve a disparu, de même que sa voiture. Rien ne colle. Pourquoi Eve serait-elle sortie au milieu de la nuit? Et pourquoi abandonner la porte ainsi béante? Elles tentent de l'appeler, mais elle ne répond pas. Elles se disent, malgré tout, qu'un imprévu a pu survenir et qu'elle a dû s'absenter en urgence. Elle patiente donc, dans l'attente de son retour. Mais le lendemain, Eve demeure introuvable. C'est alors qu'une de ses amies juge qu'il est temps d'alerter la police pour signaler sa disparition. Après avoir recueilli les faits, les enquêteurs lâchent une information glaçante. Plus tôt ce matin-là, ils avaient repéré le cadavre d'une jeune femme, dont l'identité restait inconnue. Ils présentent une photo de la victime à l'ami, qui la reconnaît sur le champ comme étant Eve. Il s'avère que vers 5h du matin, peu après la disparition d'Eve, les forces de l'ordre avaient reçu un appel d'une habitante vivant à environ 1 mile de chez elle. Celle-ci avait été tirée brutalement de son sommeil par des coups de feu, suivis d'un hurlement terrifiant. Affolée et incertaine de la situation, elle avait contacté les autorités. À l'arrivée des agents, ils découvrent le corps d'une jeune femme gisant au sol. Pas de papier d'identité, pas de téléphone, rien pour l'identifier. La seule certitude à ce stade, elle a été abattue à plusieurs reprises. Une fois l'identité d'Eve confirmée par son ami, les détectives interrogent ses colocataires et dressent une chronologie approximative. À 1h30, Eve est chez elle en train d'étudier, mais à 5h, son corps est localisé à 1 mile de là. La question cruciale devient, comment a-t-elle atterri là? Et qui est responsable? Puisque sa voiture manque à l'appel, les enquêteurs penchent pour un vol. Cette hypothèse se renforce quand une fouille de sa chambre révèle l'absence de son portefeuille et de ses cartes bancaires. Introuvables près du corps non plus. Les légistes confirment l'absence de traces d'agression sexuelle, écartant ce mobile. En consultant ses relevés téléphoniques, la police note que le dernier signal émane d'une antenne relais proche d'une autoroute en périphérie de la ville, mais l'appareil lui-même n'est jamais retrouvé. Il semble que l'assassin l'ait jeté quelque part en pleine nature. Puis les détectives obtiennent leur premier indice majeur. Un véhicule correspondant à la description de celui d'Eve est découvert abandonné à quelques miles de son domicile. Les autorités l'acheminent sans délai
vers les experts en criminalistique pour des relevés d'empreintes et d'ADN. Parallèlement, les enquêteurs font une autre trouvaille essentielle. Les spécialistes forensiques scrutent l'ordinateur d'Eve, celui qu'elle utilisait pour ses révisions, et constatent qu'il a été actif jusqu'à environ 3h30. Cela prouve qu'elle était encore chez elle pendant au moins 2 heures après le départ de ses amis pour la fête. Ce n'est qu'ensuite qu'elle se retrouve à 1 mile de distance, là où son corps est ultérieurement découvert. À ce stade, la nouvelle du meurtre d'Eve s'est propagée dans toute la cité, plongeant le campus universitaire dans la stupeur. Presque tous la connaissaient. Elle était impliquée au plus haut point dans quasiment toutes les grandes organisations étudiantes. La communauté ne peut se résoudre à sa perte. Avec le deuil surgit une peur croissante. Les gens s'inquiètent pour leur sécurité, et l'absence de pistes solides de la part de la police ne fait qu'attiser leur angoisse. Du coup, les détectives croulent sous les signalements. Les étudiants rapportent tout ce qui paraît vaguement suspect, dans l'espoir d'avancer l'enquête. Pourtant, malgré ce flot d'informations, aucune piste ne rapproche les autorités de la résolution de l'affaire, alors que les enquêteurs touchent au but avec une avancée décisive. Comme le tueur semble avoir emporté les cartes bancaires d'Eve, la police examine son historique de transactions, et ce qu'il débusque est capital. Seulement 18 minutes après la dernière utilisation de son ordinateur par Eve, quelqu'un retire $700 de son compte via 2 opérations distinctes. Des tentatives pour en soutirer davantage sont bloquées par la limite quotidienne. Le distributeur automatique employé se trouve près d'un centre commercial à l'autre bout de la ville. Les détectives exigent aussitôt les enregistrements de vidéosurveillance et, comme espéré, ils obtiennent une correspondance nette. Les images montrent un homme assis dans la voiture d'Eve, utilisant sa carte au guichet. À l'arrière, on distingue une autre silhouette. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit d'Eve elle-même, mais la netteté des images est trop faible pour l'affirmer. Les experts forensiques tentent d'améliorer la vidéo pour une vue plus précise, mais leurs efforts échouent. Pendant ce temps, la police découvre que le suspect a essayé d'utiliser la carte d'Eve à plusieurs autres guichets automatiques, disséminés en ville, quoique ces appareils ne soient pas équipés de caméras. Ce schéma perdure jusqu'au 7 mars, quand les autorités reçoivent une nouvelle alerte concernant une tentative de retrait. Vers 0h30, le suspect se présente dans une supérette ouverte toute la nuit et tente d'opérer au guichet, mais la banque refuse la transaction. Les agents se précipitent sur place dans une commune voisine, et ce site dispose d'une caméra de surveillance opérationnelle. En visionnant les bandes de cette nuit-là, ils voient quelqu'un tenter d'utiliser la carte d'Eve. Mais, dans un revirement inattendu, ce n'est pas le même homme que celui aperçu dans la vidéo du premier guichet. Les enquêteurs doivent désormais envisager la possibilité d'une implication de plusieurs personnes dans le meurtre d'Eve, ou que l'assassin ait refilé sa carte à un complice. Ils s'efforcent d'identifier ce second suspect, mais, comme précédemment, les images de surveillance sont trop floues pour une identification claire. Les détectives se tournent donc vers le public pour du soutien, diffusant les 2 clichés des caméras aux médias, dans l'espoir qu'un témoin reconnaisse les individus. Étant donné que l'affaire a déjà suscité un vaste intérêt dans la communauté, le poste de police est vite submergé de tuyaux. Pourtant, aucun de ces indices ne rapproche les autorités de l'arrestation du meurtrier d'Eve. Tout bascule le 12 mars, quand un appel anonyme apporte un tuyau prometteur. L'informateur affirme reconnaître l'homme de la seconde vidéo de la supérette et l'identifie comme étant Demario Atwater. Les détectives plongent dans le passé d'Atwater et exhument des éléments troublants. À seulement 21 ans, il affiche déjà un casier judiciaire chargé, avec de multiples interpellations pour vol, agression, infractions aux stupéfiants et autres délits. Bien qu'il ait purgé des peines de prison, il a aussi bénéficié de libération anticipée à plusieurs reprises. Ils apprennent en outre que 2 jours seulement après le meurtre d'Eve, Demario devait comparaître pour port d'armes à feu, en période de sursis probatoire. Les autorités comparent d'anciennes photos d'identification judiciaire d'Atwater avec les images de la supérette, confirmant la ressemblance frappante. Il est évident qu'ils tiennent le bon numéro. De plus, ils découvrent que Demario habite près du commerce, incitant les détectives à se rendre directement chez lui. Lors de l'interrogatoire, Demario nie toute participation au meurtre, mais la vidéo de surveillance justifie amplement sa garde à vue. Tandis que l'enquête progresse, la police révèle que Demario communique souvent avec un jeune de 17 ans nommé Laurence Lovett,
qui possède déjà son propre passif criminel malgré son âge tendre. Quand les détectives examinent la photo d'identification de Lawrence, ils le reconnaissent instantanément comme l'individu au volant de la voiture d'Eve dans la première vidéo du guichet. Cependant, contrairement à DeMario, Lawrence oppose une résistance farouche à son arrestation, s'enfermant chez lui et obligeant les forces de l'ordre à faire intervenir l'unité d'élite. Quand les officiers le maîtrisent enfin, Lawrence nie également toute implication. Les deux suspects sont alors inculpés et placés en détention, en attendant leur procès. Ni l'un ni l'autre ne collaborant, les enquêteurs se concentrent sur la constitution de leur dossier par d'autres voies. Les données de téléphonie mobile apportent un élément décisif. La nuit du meurtre d'Eve, les portables des deux suspects se connectent à une antenne relais proche de son quartier, alors qu'il réside dans une autre ville. Les détectives présument que DeMario et Lawrence ont ciblé Eve au hasard, en quête d'une victime à dépouiller et en remarquant qu'elle était seule chez elle tard dans la nuit. D'après les retraits au guichet, il semble qu'il l'ait contrainte à les accompagner en voiture vers divers sites où elle a dû remettre sa carte. Une fois le plafond quotidien de 700 $ atteint, ils l'ont emmenée dans une zone boisée en banlieue, où ils l'ont finalement exécutée. Vu la sauvagerie du crime, les procureurs annoncent leur volonté de requérir la peine capitale pour DeMario. La position de Lawrence est plus nuancée. Étant mineur, la sanction la plus sévère qu'il encourt est la prison à perpétuité. Consciente que les preuves pourraient ne pas suffire à elles seules pour une condamnation ferme, les poursuites proposent un arrangement calculé à DeMario. Plaider coupable en échange de l'abandon de la menace de la peine de mort. DeMario accepte l'offre et avoue que lui et Lawrence sont sortis cette nuit-là, dans l'intention de commettre un braquage et de gagner de l'argent rapidement. Il raconte que Lawrence l'a contacté pour suggérer de viser quelqu'un sur le campus universitaire. En roulant dans un quartier résidentiel, ils aperçoivent Eve à travers une fenêtre de sa maison, et c'est là qu'ils passent à l'action. Armés de leurs pistolets, ils forcent l'entrée et l'obligent à monter dans sa propre voiture. Ils filent ensuite vers plusieurs guichets automatiques, tentant de pomper un maximum d'argent. Tout au long de l'épreuve, Eve les supplie de la relâcher, jurant qu'elle ne soufflera mot à quiconque. Elle aspire simplement à regagner son foyer, mais ils en décident autrement. Selon DeMario, ils optent pour la tuer parce qu'elle a vu leur visage, sans qu'ils aient jamais cherché à se masquer. En fin de compte, ils la conduisent dans une rue déserte et l'abattent de plusieurs balles avec 2 armes. DeMario révèle aussi un détail profondément déchirant. Juste avant de l'exécuter, Eve leur demande de prier avec elle. Au lieu de la moindre clémence, ils l'abattent froidement. En avril 2010, 2 ans après le meurtre, DeMario est déclaré coupable. Grâce à son accord de plaidoirie, le juge le condamne à la perpétuité plutôt qu'à la peine capitale. Plus 30 années supplémentaires. Après le verdict, DeMario se tourne vers les parents d'Eve, s'excuse pour ses actes et concède qu'il mérite la sanction infligée. Pendant ce temps, Lawrence refuse de plaider coupable, et son procès s'ouvre en décembre 2011. Malgré les efforts de son avocat pour démontrer son innocence, l'aveu de DeMario combiné aux preuves accablantes aboutit à une condamnation pour Lawrence, qui écope de la prison à vie. Mais son parcours ne s'arrête pas là. En 2013, la Cour d'appel de l'État annule la sentence de Lawrence, invoquant une jurisprudence distincte qui juge la perpétuité sans libération conditionnelle pour les délinquants mineurs, excessivement rigoureuse et superflue. Par conséquent, un nouveau procès lui est accordé. Cette fois, Lawrence est plus loquace, déclarant à la Cour que tout le monde commet des erreurs et insistant sur le fait qu'il n'est pas le monstre que l'opinion publique imagine. Malgré cela, il manifeste peu de remords sincères et le juge le condamne à nouveau à la perpétuité. Il convient aussi de noter que Lawrence était suspect dans une autre affaire étrangement similaire et glaçante. En janvier 2008, quelques mois avant le meurtre d'Eve, une étudiante de 29 ans est agressée chez elle et tuée dans son appartement. Après le crime, de l'argent est retiré du compte de la victime à divers guichets automatiques en ville. Néanmoins, les autorités n'ont jamais réuni assez de preuves pour relier Lawrence à cette infraction, et les poursuites ont été abandonnées. L'affaire d'Eve ne capte pas seulement l'attention nationale, mais elle déclenche aussi des transformations concrètes. En février, les législateurs de Caroline du Nord adoptent une loi inédite qui instaure des peines plus lourdes et des protocoles plus stricts pour les personnes impliquées dans des infractions liées aux bandes. Cette mesure entre en vigueur le 1er décembre et s'applique à tous les crimes perpétrés à partir de cette date. La législation tire directement son inspiration de la tragédie qui a frappé Eve. À son université, une bourse est créée à son nom,
et un jardin commémoratif est aménagé sur le campus pour perpétuer sa mémoire. En février 2009, l'un des proches amis d'Eve accède à la finale d'American Idol. Sur scène, en se produisant, il évoque comment la mort d'Eve l'a poussé à oser et à passer l'audition. Il confie que sans elle, il n'aurait jamais trouvé la bravoure ni la ténacité pour courir après son rêve. Si ce dossier vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous diffusons des récits de cas criminels chaque soir. À la prochaine, restez attentifs, restez vigilants.